La première fois que mes parents ont essayé de prendre le contrôle de ma vie, ils ne m'ont pas crié dessus, ne m'ont pas menacé ou même ne m'ont pas demandé de m'asseoir. Ils m'ont emmenée au tribunal. J'avais 30 ans, j'étais financièrement indépendant, fiduciaire professionnel agréé et responsable de l'argent et des soins de 19 personnes vulnérables. Pourtant, mes propres parents ont dit à un juge que j'étais trop instable pour contrôler mon héritage. Au début, je pensais qu'ils voulaient mes 1 à 26 000 $. Puis j'ai découvert quelque chose qui a rendu l'héritage presque vide de sens. Quelqu'un avait secrètement copié la banque. Les numéros de compte de 19 personnes sous ma garde et les ont placés dans la requête judiciaire de mes parents. Et quand le juge a lu l'un de ces numéros de compte à haute voix, toute son expression a changé. Il a arrêté l'audience. Il a ordonné que les portes soient verrouillées, puis il a regardé directement mes parents et a posé une question à laquelle personne dans cette salle d'audience n'était prête à répondre. Je m'appelle Talia Waring. Et c'est le jour où j'ai appris que les personnes qui prétendent vous connaître le mieux peuvent parfois être celles qui savent exactement comment vous détruire. Quelques mois plus tôt, ma grand-mère était décédée et m'avait laissé 186 000 francs d'un compte de placement qu'elle avait ouvert il y a des décennies. Ce n'était pas une fortune, mais cela représentait une vie de sacrifice. Mes parents ont remarqué l'argent presque immédiatement. Au dîner, ma mère m'a demandé ce que je comptais en faire. Quand j'ai dit que je le laisserais investi, elle est devenue étrangement silencieuse. Puis elle m'a dit que ma grand-mère n'avait pas réfléchi clairement vers la fin. J'ai défendu ma grand-mère, mais ma mère a simplement souri et a changé de sujet. Des semaines plus tard, un homme est entré dans mon bureau et m'a remis une citation à comparaître. Mes parents avaient déposé une pétition demandant à devenir les tuteurs de moi. Ils voulaient contrôler mes comptes bancaires, ma voiture, mon appartement et mon héritage. Leurs preuves comprenaient une hospitalisation psychiatrique à partir de 2019. Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est pourquoi je m'étais retrouvée dans cet hôpital. À 23 ans, j'avais occupé 2 emplois tout en m'occupant de ma grand-mère après son AVC. J'ai à peine dormi pendant des jours. Finalement, je me suis effondrée d'épuisement et de stress intense. L'hôpital m'a gardée pendant plusieurs jours, puis m'a libérée. 7 ans plus tard, mes parents avaient pris ce seul événement et en avaient fait la preuve que je ne pouvais pas gérer ma propre vie. J'ai engagé un tribunal, nommé un avocat et commencé à me préparer pour l'audience. Puis ma carte bancaire a cessé de fonctionner. Je suis allée à la banque et j'ai découvert que le tribunal avait gelé 11 comptes. Je n'en possédais que 4. Les 7 autres appartenaient à des personnes dont je gérais les finances. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus de mon héritage. Quelqu'un avait accédé à mes dossiers professionnels tous les soirs. J'ai emporté 19 dossiers clients à la maison parce que je travaillais seule. Mon père avait une clé de rechange pour mon appartement. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai immédiatement remarqué quelque chose. Mes dossiers avaient été réorganisés. Je les ai organisés par mois. Quelqu'un les avait classés par ordre alphabétique. C'était un si petit détail qu'une autre personne l'aurait peut-être ignoré. Je savais mieux. J'ai changé mes serrures, tout photographié, documenté les dates et commencé à garder une trace de chaque détail suspect. Pourtant, je n'avais aucune preuve que mes parents étaient responsables. Puis l'audience de la salle d'audience est arrivée. L'avocat des parents a commencé à lire la liste des actifs qu'il voulait contrôler. Compte courant, mes économies, mon héritage, mon appartement, ma voiture. Puis il a atteint les comptes qui ne m'appartenaient pas. Il a lu un numéro de compte à haute voix. Le juge leva immédiatement les yeux. Il a demandé à l'avocat de le répéter. L'avocat l'a fait. Le juge a vérifié ses propres papiers, puis a regardé vers le greffier. Ce compte appartenait à l'un de mes pupilles. Une femme âgée nommée Déline, le juge lui-même, m'avait nommée pour la gérer. Des années plus tôt, la salle d'audience était devenue complètement silencieuse. Le juge a ordonné à l'avocat d'arrêter de lire. Puis il a ordonné à la sécurité de rester dans la pièce pendant que le greffier lui apportait le dossier complet. En quelques minutes, la pétition de mes parents s'effondrait. Mais je ne me sentais pas victorieux. Je pensais à 19 personnes dont les informations financières privées avaient été exposées. Mon avocat m'a dit de me protéger. Elle m'a averti que le signalement de l'infraction
pourrait déclencher une enquête sur ma propre conduite professionnelle. Elle avait raison, j'aurais pu rester tranquille. Au lieu de cela, je me suis signalée. J'ai donné au bureau de conformité tout ce que j'avais. Les photos, les relevés de compte, le reçu du serrurier, les oraux d'attache, les preuves montrant que mon père avait accès à mon appartement. J'ai également demandé le retrait des 19 cas. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Puis l'établissement de soins de Delphi a envoyé un avis. Son compte était toujours gelé et l'établissement se préparait à la libérer parce que ses paiements avaient cessé. Je ne pouvais pas légalement toucher son argent. Alors, j'ai utilisé le mien. J'ai payé 9 400 $ pour la garder à l'endroit qu'elle connaissait comme chez elle. Ensuite, j'ai signalé cela aussi, sachant que cela pourrait être utilisé contre ma licence professionnelle. Ma comptable, Riba, est venue avec moi lorsque j'ai déposé le rapport. Pour la première fois, j'ai admis quelque chose que j'avais passé toute ma vie à éviter. J'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. L'enquête a finalement révélé la vérité. Ma mère a plaidé coupable d'avoir utilisé illégalement les informations d'identification d'une autre personne. Mon père a reçu une pénalité moindre et une amende. Mon permis a été suspendu et plus tard formellement réprimandé. J'ai perdu la carrière que j'avais bâtie, mais je ne me suis pas perdue. Au lieu de cela, j'ai commencé à travailler pour une organisation à but non lucratif qui aidait les personnes confrontées à des procédures de tutelle. Mon nouveau travail était simple. Chaque fois que quelqu'un recevait des papiers affirmant qu'il était incapable de parler pour lui-même, je m'assurais qu'il avait quelqu'un à ses côtés. Des mois plus tard, je suis allée voir Déline. Elle s'était assise à côté de la fenêtre avec son cardigan mal boutonné. Elle m'a regardée et a posé la question qu'elle m'avait déjà posée. « Es-tu à moi ou es-tu à eux ?» Cette fois, j'ai souri. Je lui ai dit « Plus personne ne m'envoie ». Elle y réfléchit un instant, puis elle hocha la tête et demanda ce qu'il servait pour le déjeuner. J'ai ri et debout là, j'ai finalement compris quelque chose que j'avais passé 30 ans à refuser d'accepter. J'avais passé toute ma vie à croire que la force signifiait porter tout le monde. Sinon, ce n'est pas le cas. La force est de savoir quand laisser quelqu'un vous porter. Mes parents ont essayé de convaincre un juge que j'étais incapable de gérer ma propre vie. En fin de compte, ils m'ont accidentellement appris la leçon la plus importante. Vous ne prouvez pas que vous êtes fort en restant seul. Parfois, vous le prouvez en choisissant finalement qui est autorisé à se tenir à vos côtés.